Bienvenue parmi nous, hein. Nous voici donc pour le deuxième épisode de Ciné-Nécessaire. C'est OGA qui vous conseille un film, hein, c'est ce nouveau format qu'on a inauguré avec le confinement. Donc moi-même, je me présente, Geoffrey, qui fait, Enchanté. voilà, bah oui, mais moi aussi, hein, ouais, ouais. Et donc, bien sûr, Vivien, hein, qui est parmi nous pour effectivement nous conseiller un Enchanté. film en particulier. Alors, dis-nous un peu ce que tu fais d'ailleurs à OGA, Vivien. Alors, je suis, selon certaines sources, secrétaire général, D'accord. mais surtout rédacteur et scénariste, réalisateur, quand je peux. Ok, très bien. Et donc, on va commencer hein, tout de suite hein, avec le film que tu veux nous recommander. Alors, est-ce que Bah, tu... Oui? D'ailleurs, je sais que c'est à toi de poser les questions, mais j'aimerais, pour un peu contourner la règle, j'aimerais commencer par une question moi-même. D'accord, je t'en prie, vas-y. Une petite énigme qui vaut ce qu'elle vaut, mais dans la mythologie grecque, les dieux grecs ne sont pas séparés entre dieu du bien, dieu du mal, etc. Mais si on voulait pinailler un peu, il y a un dieu qui symbolise quelque chose qui est plutôt associé au bien, et une déesse qui symbolise quelque chose qui est plutôt associé au mal, comme D'accord. si on avait du dieu et le diable quelque part, Hmm. même si dans la mythologie grecque, ce n'est pas le cas. Et ce qui est amusant, c'est que ces deux divinités ont un nom pratiquement similaire. Il y a une seule lettre qui change. On ne se rend pas compte à quel point une lettre peut changer toute la donne. C'est vrai. Et Et- la fameuse énigme, c'est quelles sont ces deux divinités, sachant que l'une doit représenter le bien, ou quelque chose qui s'en ouais. rapproche, et l'autre doit représenter le mal, ou quelque chose qui s'en rapproche. D'accord. Alors, est-ce qu'on laisse le mystère pour la fin d'émission, par exemple? Bah, de, Pas vraiment, parce que je vais devoir le révéler, vu que Ah oui, d'accord. la Ah divinité oui. qui symbolise le mal est justement la méchante principale, l'extraordinaire méchante principale de ce film. Donc, Ah, ok. Très bien. voilà. Alors, bon, moi j'ai ma petite idée, mais vu que j'ai vu le film, mais est-ce que je la dis tout de suite? Tant qu'à faire, Ouais, bon. lance-toi. Alors, est-ce que ce serait Eros et Eris? Bravo, Eros, le dieu de l'amour. Alors, l'amour, généralement, on peut l'associer à quelque chose de bien, de bénéfique, hein, l'amour divin. Surtout que Eros, il est quand même plus dans l'amour spirituel que sa mère, qui est Aphrodite, elle, c'est vraiment l'amour charnel. Hein, non. Hmm, Eros, lui, c'est un peu plus dans l'amour dans le bon sens du terme, quoi, dans le sens noble. d'accord. Ah, Et évidemment, tu changes le O par un I, c'est l'extrême tu changes beaucoup opposé. de Ouais, choses. c'est Voilà. ça. Iris, déesse de la discorde, déesse de la haine, déesse de la jalousie, Ah oui. déesse de tout ce que l'homme a fait, de tout ce que l'humain fait de mal. Ah ouais, là, Elle a d'ailleurs engendré la pulsion meurtrière, le crime, la peur, je crois, enfin la crainte. la totale. Voilà. Disons qu'elle nous a D'accord. gâtés. Ah bah effectivement. Il D'accord. y a Très bien. juste dans un mythe où elle a un bon rôle, le mythe d'Hercule, mais c'est tout. Ok, ok. Bon, bah très bien. Donc alors, le film dont tu vas nous parler aujourd'hui, c'est donc Sinbad, la légende des sept mers. Alors, Voilà. réalisé par qui déjà? Alors, par Patrick Gilmore Ouais. et Tim D'accord. Johnson. Ah, Ah, ma ok. mémoire, ce qu'elle est quand même. Voilà, tout va bien. D'accord. Et Patrick donc, Gilmore et Tim Johnson. très très bien. Et alors, première question, hein, pourquoi déjà recommander ce film? Et donc, en même temps, raconte-nous un peu de l'histoire du film et voilà, les principales les qualités, oui, que tu trouves à ce film. Alors, euh, alors, on va commencer par l'histoire, tout simplement, parce que c'est en soi une première qualité, parce qu'elle est originale, telle que je la considère. Enfin, elle est originale, même si à la base, elle a un schéma très classique, hein, le schéma de l'aventure, de l'Odyssée. Donc, au départ, c'est l'histoire de deux amis qui se sont séparés depuis très longtemps, hein, ça fait depuis très longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Et l'un des deux étant Sinbad, qui est devenu un peu mercenaire, quelque part chef de pirate, même s'il ne se considère pas comme des pirates, mais voilà, des espèces de flibustiers des mers. Quoi, Ouais. et c'est un peu problématique parce que son autre ami, lui, est devenu quelqu'un de. Est le fils d'un roi, carrément. C'est le Ouais. futur roi, c'est le prince.
Voilà. Et ils vont se retrouver à l'occasion d'une tentative de vol de Sinbad. En fait, il veut se procurer le livre de la paix, qui est un livre magique, qui en fait promet la paix aux 12 cités, parce qu'apparemment il y a 12 cités, je ne me demande pas pourquoi, peut-être une par mois, je ne sais pas. Et ce même livre de la paix n'intéresse pas que Sinbad, il intéresse aussi cette fameuse Eris. Parce que Eris, ce qu'elle veut, c'est la discorde, elle adore ça, c'est sa vocation, voilà, c'est son lobby, elle est très forte dans ce qu'elle fait, donc voilà, elle se dit, tiens, tant qu'à faire. Et donc, évidemment, le livre de la paix, ça l'embête, parce que la paix, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la discorde. Ouais. Et elle va demander donc à Sinbad de voler le livre pour elle, et, sauf que Sinbad ne va pas s'exécuter, pour différentes raisons qui seront développées dans le film. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, Eris l'avait prévu. Alors souvent d'ailleurs dans ce genre de film, quand au début tu as le grand méchant qui arrive à soudoyer, à séduire le héros un peu mercenaire, très souvent quand tu as ce schéma-là, le reste de l'histoire, ça va être quand même le héros mercenaire qui va agir en première partie pour le méchant. Quoi. Souvent, ça prend au moins la moitié du film. Là, la première pirouette, c'est que très vite, cette histoire est balayée et pas de manière gratuite, parce que Eris l'avait prévu. C'est ça que je trouve amusant, c'est que ça faisait partie de son plan que Sinbad se rétracte. Premier petit indice. Et voilà, donc elle va voler le livre de la paix, Sinbad va être accusé à sa place, et Protéus, donc son grand ami, le futur roi, va faire appel au droit qu'ils appellent, je crois, le droit de substitution. Autre raison pour laquelle je trouve ce film très intéressant, c'est qu'il crée justement un univers viable, très logique, même dans sa politique. Voilà, il a créé ce droit de substitution. Je trouve que c'est intelligemment pensé. Quoi. Ça ne ressemble pas du tout à notre propre société, mais c'est une société qui, en elle-même, je trouve, est cohérente. Voilà, cohérente, qui fondamentalement aurait pu exister dans les mythes, dans les différentes mythologies. Et donc, ce droit de substitution, ça fait qu'il accepte de se faire prisonnier à la place de Sinbad, le temps que Sinbad aille récupérer le livre chez Eris. Parce que tout le monde est persuadé que Sinbad ment, que c'est lui qui a le livre de la paix. Et Protéus étant le seul qui ait confiance en lui, voilà, il se porte garant, et d'ailleurs, il se porte garant jusqu'au bout, en acceptant même de devoir mourir à la place de Sinbad si Sinbad ne revient pas. Et donc ça, c'est vraiment les 20-25 premières minutes après, parce qu'il y a vraiment une odyssée après qui se met en place. Voilà, peut-être un peu moins. Là, j'ai lancé effectivement la vague. Mais voilà, tout va être dans cette fameuse grande aventure donc, de Sinbad pour aller récupérer le livre de la paix. Et je n'ai d'ailleurs pas mentionné tous les personnages, parce qu'il y a aussi le personnage de la fiancée de Protéus, Marina. D'ailleurs, avec un nom pareil, d'après toi, elle préfère la terre ou l'océan? Ouais, c'est vrai que c'est déjà écrit, hein, son destin était là, pour l'océan, bien sûr. Hein, oui. Ah bon, moi j'aurais dit les montagnes ou les volcans, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, donc, elle va s'assurer que Sinbad respecte sa promesse, parce que c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce film, même si ça s'est vu ailleurs, c'est que le personnage, on commence avec un anti-héros, un personnage, voilà, il a beau être symbolisé une espèce de liberté, une liberté de mœurs, même une mœurs de conscience, mais bon, ça ne peut pas moins, ce qui se rapprocherait plutôt d'un sadique, un peu. Oui. Et Marina va réussir à le rebifurquer sur le droit chemin, un droit chemin qui est paradoxalement celui du Tartare, le royaume d'Eris. D'accord. Donc là, donc on est vraiment dans le schéma un peu classique, effectivement mythologique de l'Odyssée. Et est-ce que voilà, donc on a bien senti qu'il y avait déjà des qualités, notamment voilà ce contexte très cohérent posé dès le départ, des antagonismes aussi intéressants entre les personnages. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres qualités que tu voudrais citer, sans trop révéler, aussi bien sûr. Oui, il y a un petit détail, c'est que j'aime beaucoup comment ce film, cette histoire se réapproprie des mythologies déjà existantes. Même si, c'est surtout la mythologie grecque, mais et comment tout est remélangé, mais pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas vraiment à fond la mythologie grecque, ça pourrait très bien être ça pourrait très bien être la véritable mythologie grecque. Alors bon, il y a le revers de la médaille, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça soit de la désinformation, mais je ne pense pas que ça aille là-dedans.
mais voilà, disons que c'est tellement bien réharmonisé. Voilà, Eris, dans la véritable mythologie grecque, elle n'est pas, elle n'est pas la tête du Tartare. Le Tartare ne ressemble même pas à ça, à ce que le film nous propose. Mais je trouve quand même qu'on en a que le spectateur, même qui ne connaît pas la mythologie grecque, pour en avoir conscience que tout est. Parce que même Simbad n'est pas censé être un personnage grec. Il y a toute. D'ailleurs, l'intrigue se passe à Syracuse, qui est un peu du côté de la Grèce, mais pas seulement. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, ça recrée véritablement un monde cohérent qui se joue en plus avec nos propres connaissances du monde, parce que dans ce film-là, on va apprendre, attention twist, la Terre est plate. Ah, c'est vrai. Ah, oui, tout à fait. Ça rappellera d'ailleurs, ça me rappelle une scène de Pirates des Caraïbes 3 qui joue sur cette idée. Je crois que c'est là où il change de. Ouais, alors, même si si vraiment on voulait fouiller les faux raccords, au tout début, lors de l'apparition d'Eris, on la voit se pencher sur le globe terrestre, qui est pourtant bien globuleux, bien globe. Et pourtant, elle est plate. Donc, après, je ne sais pas, ils se débrouillent entre eux, mais. Et surtout, une des qualités, j'aurais deux dernières qualités principales à évoquer. D'abord, c'est que quelque part, je l'ai déjà annoncé, mais comment il réinvente, donc non seulement les mythologies existantes, mais aussi l'idée d'odyssée classique, de structure classique. Parce que fondamentalement, oui, c'est classique, ça suit un schéma qu'on a déjà vu ailleurs, mais je trouve qu'il y a une façon de réinventer, une façon de le détourner parfois, que ce soit même dans certains clichés, par exemple le personnage principal masculin et le personnage principal féminin qui ne peuvent pas se sentir au début et qui évidemment vont finir ensemble. Alors certes, c'est un cliché vu et revu, mais je trouve que psychologiquement, il est intelligemment amené. Parce que dès le début, quand on voit Marina parler avec le Proteus, on sent qu'elle est vraiment attirée par la mer et que c'est une passion que Proteus ne comprend pas. Enfin, ne comprend pas. Que Proteus ne ressent pas autant qu'elle. On sent déjà qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde et qu'elle, elle est vouée à tomber dans les bras d'eux. Non, parce que c'est quand même une femme forte. Là aussi, même si elle a certains déboires, elle en voit passer, mais c'est quand même une femme qui résiste, qui ne se laisse pas faire. C'est quand même un point positif. Et donc, psychologiquement, donc, j'aime beaucoup comment, dès le départ, on amène l'idée, et même par rapport à Simba, pourquoi il est si méchant, entre guillemets, si gamin avec elle, eh bien, on a aussi une explication qui, a priori, peut peut-être sembler un peu trop facile, mais personnellement, je trouve qu'elle est un peu plus intelligente que ça. Alors, je ne vais pas révéler pourquoi, même si on peut vivre. Mais voilà, pourquoi il joue les gamins un peu vengeurs, un peu revanchards, on va avoir la solution. Et surtout, donc j'en arrive à la deuxième grande qualité qui pour moi est presque la qualité principale, mais bon, elle partage son poste avec d'autres qualités, donc c'est pas très grave. Mais c'est justement la fameuse réponse à l'énigme du début, Eris. Le méchant Eris qui disons, pour ce film, ça doit être un synonyme de phénoménal, un synonyme de virtuose. Alors surtout que c'est un mélange de l'animation 3D, elle est vraiment animée un peu plus en 3D, ce qui la rend encore plus différente par rapport au reste du film, un peu, mais de manière mieux gérée, je trouve, un peu comme dans La Belle et la Bête 2, avec le Maestro Forte, j'adore ce personnage, qui est donc le méchant de La Belle et la Bête 2, l'immense orgue. Lui, on voit un peu trop qu'il est différent des autres personnages dans l'esthétique. Moi, ça ne me gêne pas, je trouve ça très intelligent, mais sauf que là, cette 3D est suffisamment discrète pour vraiment se fondre dans la 2D, et ça lui donne un côté aérien, un côté vraiment comme les dieux, comme on se représenterait un dieu, ils sont quelque part un peu partout à la fois. Je rappelle quand même que dans la mythologie grecque, Zeus, il se transforme en pluie d'or parfois quand l'envie lui en prend, ou sinon en taureau blanc, j'en passe, c'est des meilleurs. Il a de la ressource, Zeus. Là, on sent vraiment cette faculté de planer comme si elle était un peu partout et qu'il n'y avait pas vraiment, on ne pouvait pas vraiment cerner les limites de son corps. Elle est une espèce de courant d'air ambulant. Et je trouve que visuellement, cette façon aussi de passer d'une échelle gigantesque ici à une échelle
humaine. Enfin, il y a un jeu là-dessus aussi sur les volutes de fumée qui forment aussi sa silhouette. Voilà, il y a toute une, Ah oui. Non, il y a toute une visuellement, esthétique ouais, très. c'est vrai. Et je n'hésiterai pas à dire que je la préfère même de ce point de vue-là à Hades, son Hmm. cousin Disney. Ouais. Alors que j'adore Hades. Hades est extraordinaire dans le Walt Hmm. Disney. Ouais. Mais je trouve que visuellement, alors que Hades, déjà, il en imposait pas mal visuellement, hein, je veux dire, Oui, oui, quand même. aussi dans sa faculté de mouvement, dans son image, bah, elle le surpasse, je trouve. Donc, c'est Ah déjà bah, pas mal. déjà, on a un bon éventail effectivement des qualités du Et c'est film. pas tout. Et voilà. Et alors, peut-être savoir un peu comment tu as découvert le film, donc quel souvenir tu gardes de ton premier visionnage, et est-ce que ça a évolué avec le temps quand tu l'as revu? Voilà. Alors, je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, quand même, ah C'était oui. un mercredi, je crois qu'il était 12h30. D'accord, c'est Il précis, faisait hein. beau, ils avaient prévu 25 degrés à ce moment-là, je crois, la météo. Bon, ceci dit, blague à part, on ne peut pas vraiment jouer, on peut pas vraiment me répondre par l'argument de la nostalgie, pourquoi j'aime ce film, parce que je l'ai découvert très tard, justement. Je l'ai découvert, il y a de cela, c'était en 2013, je dirais, donc il y a 7 ans, à peu près, ce qui est je devais donc avoir 20 ans, donc c'est pas Oui, l'âge non, c'est vrai. idéal pour découvrir un dessin animé pour que la nostalgie opère suffisamment bien. Et le film est sorti en 2003, hein, rappelons-le. Donc, 2003, voilà. donc en fait je l'ai découvert oui, 10 ans après qu'ils sont sortis. Donc oui, c'est Ah, 2003, bon, la même année que Frères des ours. ouais, c'est vrai. Ouais, C'est une ouais. bonne année dans l'animation, Plutôt, 2003. c'est vrai. Et donc, oui, alors quel sentiment tu as gardé de ce premier visionnage? Plus ou moins le même sentiment que j'ai eu lors de mon dernier visionnage il y a Ah quelques oui. jours. Ah oui, donc c'est plutôt fidèle. Il n'y a pas eu d'interprétation, de lecture Alors, ou une vision plus large de l'œuvre? si peut-être, mais disons que j'ai pas l'impression que ce soit une œuvre qui est un peu comme celle de David Lynch ou genre oh là là, Non, c'est attention, je sûr. tape fort, hein, mais C'est sûr. où il faille tout le temps cogiter, Oui. recogiter. Je pense que l'intrigue en elle-même reste assez claire, Hmm. enfin assez complète, même dans le Oui. premier visionnage. Alors, peut-être que de ci, de là, j'ai repéré certaines idées en plus. Notamment, j'avais l'impression, de ma part, il me semblait que, le, que les interac- que les, in- que une fois qu'on laissait Proteus dans sa prison, dans son cachot à Syracuse, eh bien, on ne faisait plus du tout mention de lui durant le reste du film, alors que si, il reste quand même en Hmm. permanence dans les dialogues des personnages, Ouais. mais bon, c'est vraiment. Oui, Je ne c'est dis pas vrai. que j'avais tout vu dès le premier visionnage, mais disons que c'est surtout à nouveau la joie et le plaisir, voilà, redécouvrir, de revoir ce qui m'avait émerveillé à l'époque m'émerveille toujours autant. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as gardé aussi en mémoire une scène vraiment qui pour toi se démarque un petit peu et presque pourrait symboliser à elle seule le film, hein, et ce qu'il propose aussi aux spectateurs? Alors, j'aurais voulu dire pour blaguer à peu près toutes, mais bon, je pense que tu ne me croirais Ouais, pas. ouais, voilà. Euh, alors, il y a pas mal de scènes, notamment en fait, chacune des scènes, chacune des étapes de leur Odyssée en soi pourrait être une scène d'anthologie entre guillemets, même si bon, Ah oui. je peux le côté. Parce que oui, ça se fait en 3 étapes qui, elles aussi, se renouvellent dans la structure. Hein. C'est pas, Oui, oui. notamment, il y a une étape, c'est volontaire de passer par là. La deuxième, c'est accidentel. La troisième, enfin, voilà, il y a une espèce même dans le rôle de ces étapes-là. Bah, c'est différent. C'est pourquoi je dis que la structure classique est quand même sublimée, réinventée d'une certaine façon. Ouais. Et alors, donc, ces 3 scènes, alors disons qu'en toutes les 3, elles ont leur point fort, mais j'aimerais parler en particulier de la quatrième. D'accord. C'est comme les mousquetaires, on ne sait pas s'il y en a 3 ou 4. Donc Ouais. voilà, Voilà. de ces 3 scènes, j'aimerais parler de la quatrième, D'accord. qui est justement presque le climax, alors j'aurais envie de dire plutôt le pré-climax, qui est donc celle du Tartare, où ils sont enfin arrivés au Tartare. Et là, en fait, si déjà Eris avait une façon de se mouvoir
assez impressionnante et marquante, bah, dis-toi que le Tartare serait presque une extension de son corps. Donc, Ah ouais. il est à son image, il est à l'image de sa propriétaire. C'est vraiment, et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le décalage avec les personnages, les personnages qui sont là, notamment parce que une idée, entre autres, il y a de grandes vagues de dunes de sable, des vagues, des rats de, alors, pas des Ouais, rats de marée, mais des rats de sable, voilà, c'est on va dire ça. ça comme ça, voilà, qui ondulent dans tout le décor. Ouais, Mais les personnages, eux, ne peuvent pas s'enfoncer dans ce sable. Ce sable reste bel et bien dur pour eux. ouais. C'est d'une certaine manière le fameux décalage que j'y vois entre la physique, la- 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 Oui, le côté quelque part, ce qui était dans le tartare ne réagit pas de la même manière que ce c'est qui ça. est à l'extérieur. À ses propres lois, effectivement. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et j'aime bien aussi les petites allusions, notamment à la fameuse légende de l'armée de l'empereur en Chine, tu sais qui est Euh, la fameuse légende tous ces soldats enterrés, ils font un hmm, petit coup à un moment tout donné. à fait, oui, oui, c'est ça. Il y a Ah des oui, non, signes mais archéologiques. c'est ça qui est intéressant peut-être à revoir, c'est des détails qui sont plus de l'ordre peut-être visuel, que peut-être enfant on remarque pas, hein, parce que c'est vrai qu'on s'attache peut-être plus à d'autres choses. Et en grandissant, en tout cas moi pour l'avoir vu aussi plusieurs fois, j'ai pu constater qu'il y avait des choses qui peut-être plus à la portée d'adultes, on va dire, et qui d'un coup frappent en fait. Hein. C'est comme tu le dis là, par exemple, ces statues, hein, je crois me rappeler hein, que c'est sous forme de statues. Voilà, des statues Ouais, qui, à un moment, lors du creux d'une vague, se dévoilent et puis à nouveau se font ensevelir. ouais, D'ailleurs, c'est amusant, mais je me souviens que la première fois que j'avais vu, que j'avais vu ce film, alors c'était peut-être pour la question précédente, mais j'avais l'impression qu'au tout début, il y avait un peu trop de dialogue, notamment dans les deux monologues de la méchante. mm, Je, je, Là où tu me demandais si j'ai voyé une différence, parce qu'aujourd'hui, je ne le ressens plus comme ça, mais je sais que lors de mon premier visionnage, je m'étais dit, c'est pas forcément nécessaire de faire dire quelque chose à ce moment-là. mm. Et Ouais, puis le temps passant, alors soit je lui cherche des excuses parce que j'avais envie ou pas, je ne sais pas, mais je me dis que finalement ça va un peu avec le rôle de mise en scène parce que c'est une méchante qui aime beaucoup se mettre en scène. Donc oui, c'est voilà, ça. donc le côté se parler un peu à soi-même, parler beaucoup. Et puis ça fait surtout ça au début du film, au Oui, début de effectivement. l'histoire. D'accord. Et alors peut-être, alors dernière question, est-ce que justement ce film-là, est-ce que tu pourrais l'associer à un autre film? Par exemple, si on veut faire un double programme, c'est devenu un peu à la mode hein, de s'enchaîner deux films des fois à la suite. Est-ce que tu verrais un autre film qui serait cohérent avec Sinbad? Voilà. Bah, le premier qui me vient en tête, je l'ai cité tout à l'heure, mais bon, c'est Hercule de Disney, parce que bon, Oui, fondamentalement, ça reprend un peu c'est bon. Ouais. ça s'inspire un peu de la même mythologie. Mais sinon c'est surtout les histoires d'Odyssée. Je pense que Oui. ça peut faire écho avec, même si à ce jour, c'est une des meilleures histoires d'Odyssée que j'ai vues. Mais Ouais. euh, bah, notamment avec le côté marin, je sais que j'ai revu tout récemment, même si ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est quand même d'une qualité extraordinaire, La planète au trésor. Donc, Oui, alors, du aussi. coup, des marins, façon de parler. Marin et spatial, hein, parce Ouais, que c'est un peu un mélange. notamment Eris, elle commence dans l'univers. D'ailleurs, Ah oui. très beau plan aussi, très belle image, comment les réalisateurs se sont représentés le cosmos. Ouais, C'est, c'est vrai. Mm, parce qu'en plus, Eris est accompagné des signes astrologiques. c'est vrai. Et alors, c'est amusant. Alors, je ne dirais pas que forcément ça doit être mis en commun. Par exemple, tu me demandes un autre film. Mais Eris est aussi l'antagoniste principal d'un autre long métrage d'animation. Ah tiens, Il n'y a pas d'accord. grand-chose à voir à ma connaissance parce que je ne l'ai pas vu. Mais bon, c'est assez amusant de le remarquer que cet autre long métrage d'animation parle aussi de Eris et des signes astrologiques parce qu'il ne s'agit rien d'autre que des Chevaliers du Zodiaque. D'accord. Voilà, donc Les Chevaliers du Zodiaque, un long métrage adapté de la série animée, et qui s'appelle, je crois, Les Chevaliers du Zodiaque, la légende de la pomme d'or. Alors D'accord. bon, là, on est beaucoup plus proche du véritable mythe d'Eris, parce que Eris est vraiment associé à la pomme d'or du jardin des Hespérides. Hein. Si jamais on te pose la question, parce que là, arrête de poser des questions, mais si quelqu'un d'autre te pose la question, euh,
qu'est-ce qui est à l'origine de la guerre de Troie, la célèbre guerre de Troie quand même. Oui, non, quand même. Qu'est-ce qui a déclenché, quelle a été l'allumette, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres? Bah, c'est Eris. Toute la guerre de Troie n'existe que à cause d'elle. Parce que c'est quand même elle qui a volé une pomme du jardin des Hespérides, une pomme d'or, hein, attention, c'est pas n'importe quelle pomme, oui, oui. Et qui a gravé dessus à la plus belle déesse. Vous entendez déesse. Okay. Et elle a balancé ça entre les autres divinités. Et évidemment, ben, il y avait au moins 3 déesses qui exigeaient la pomme. Et Zeus ne pouvant pas se prononcer parce que l'une des 3 c'était sa femme et accessoirement sa sœur, l'autre c'était sa tante, et enfin la 3e c'était sa fille. Et j'aimerais juste terminer par un tout petit, voilà, une toute petite dernière qualité du film. Ouais. Même si entre parenthèses il a des défauts. Hein. Je sais qu'il y a des défauts, notamment il y a certaines touches d'humour qui moi m'ont paru inutiles. Un peu humour pour faire, en fait, c'était pas forcé. Certaines idées sont un peu forcées aussi. Bon, mais ça c'est et peut-être un peu. Il y a peut-être certaines scènes d'action qui sont pas très vraisemblables, qui seraient plus proches d'Indiana Jones. Mais bon, moi c'est pas gênant. Mais voilà, on pourrait lui reprocher qu'au bout d'un moment, bon, le Simbad, il est protégé par les dieux. Hein. Peut-être pas par Eris, mais par les autres. En tout cas. Bon. Et alors oui, donc c'était ce que je voulais rajouter, c'était comment l'histoire se conclut. Alors je ne vais pas en dire, je vais pas le raconter comment, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont su comment déjà reprendre, s'inspirer vraiment de l'essence des mythes grecs ou autres, parce que c'est vraiment une fin, c'est vraiment la fin comme si c'était ça pourrait être la fin d'un véritable mythe, d'une véritable légende. Ça ressemble à certains mythes et légendes qui m'est déjà été donné d'entendre. Et surtout, ça arrive à donner fin à un combat entre un mortel, un simple mortel, et un dieu. Et très souvent d'ailleurs, quand tu as un conflit mortel-dieu, je trouve qu'il est pas très bien, il est résolu de manière artificielle. C'est-à-dire, on voit que scénaristiquement, les scénaristes sont dit bon, on va aider le mortel, sinon tout seul il n'y arrivera pas. Voilà, donc on sent un peu des espèces de Deus ex machina, un Deus. Oui. Quand le mortel n'y arrive pas, tu vois, on est obligé de lui rajouter un Deus dans la machine. Donc, tu vois, c'est un signe. Voilà, ils sont obligés de forcer un peu l'intrigue. C'est un peu ce que je ressens quand j'entends parler de combat entre Batman et Superman, par exemple. Même si, bon, on sait que Batman vainc Superman, mais pour moi, ça reste quand même... si Superman était vraiment en toute capacité cognitive, de son intelligence et de ses moyens, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait lui résister longtemps. Enfin bref. Mais dans ce film-là, parce qu'on ne parle pas de Batman et Superman, on parle de ce film-là, dans ce film-là, je trouve que la résolution, l'entourloupe, la pirouette de fin est vraiment très très bien pensée et beaucoup plus lourde de sens, je trouve beaucoup plus intelligente qu'on pourrait le croire au premier abord. Il pourrait presque y avoir un truc un peu frustrant, peut-être, lors des premières fractions de seconde où on comprend ce qui se passe, peut-être, mais je trouve que très vite on se dit que c'est ce qu'il fallait faire. C'était la meilleure conclusion, d'une certaine manière, et viable surtout, parce que là, on a... Et qui en dit beaucoup sur les personnages eux-mêmes aussi. La façon avec laquelle Eris est vaincue en dit beaucoup sur elle, et sur toute sa trajectoire et sur toute sa façon de considérer les mortels. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que là, il respecte bien l'idée de figure diabolique, c'est tout à fait un peu un Méphistophélès, quoi. C'est tout à fait, je trouve... Oh, voilà, ce film, il marque mon dernier mot. Ah oui, là, mais tu vois, on manque de mots. Hein, mais voilà, il y a une analyse très intelligente, je trouve, de ce genre de divinité maléfique. Tout à fait. Non, mais donc vraiment à voir, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que c'est vrai que c'est un film qui est un peu passé inaperçu et qui même, c'est très dommage. Et qui même pour certains est pas forcément bien considéré. Donc je pense que c'est vraiment, il faut le revoir, parce que c'était encore une époque où il y avait un vrai tournant, enfin, je trouve, hein, de mon point de vue, dans le cinéma d'animation. Après, Pixar, effectivement, et d'autres ont un peu pris le relais, mais c'est encore un des films, je trouve, de la période DreamWorks, parce que c'est un film DreamWorks. Oui, mais c'est un des rares DreamWorks en animation 2D. Hein. Je crois qu'il se compte sur les doigts de la main, ou peut-être il en faut une deuxième en renfort demain, mais... ils sont peu, c'est vrai. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Après, ce que DreamWorks nous a offert en termes de films d'animation, ça m'a plus souvent déçu qu'autre chose. Hein. Je ne suis pas d'ailleurs un fervent admirateur de Shrek. Non.
Voilà. Non, non, on sauvera peut-être les dragons qui sortent un peu du lot, hein, voilà, mais. Oui, même si pour moi, ils ne sont pas compétiteurs face à. Ouais, Ils ouais, peuvent pas. Ils sont tout à bien, fait. mais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais donc, bon, enfin voilà, vraiment pour. Et puis en plus, c'est le genre de film d'animation à voir pour tous, hein, tous les âges, hein, c'est ça, hein, c'est parce qu'il y a une Et puis on vraie. sent le côté ambition, le côté grandiose, le Ouais. côté maestria. Enfin, je trouve dans un film d'animation, c'est Mm. pas très souvent, je trouve, qu'on on a Ouais, cette sensation d'assister à quelque chose ouais, de grand, alors que c'est censé être de l'animation. tout à fait. Ouais, ouais. Non, non, bah, très bien. Bon, bah, encore merci pour ce conseil. Et de toute façon, bon, voilà, hein, il y a tout un tas d'autres films, il y aura d'autres émissions aussi. Et de toute façon, bah, voilà, nous, on vous souhaite, hein, de continuer à voir des films, hein, parce qu'on en a besoin, hein, toujours, hein, pour un peu s'évader, hein. Et puis encore, bah, merci à toi, hein, Lisa, hein, et De puis, rien, ça te coûtera des shillings. ah, très bien. Bon, bah, je vais essayer d'économiser d'ici là, voir si j'y arrive. Et encore merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez sans doute Christina, hein, pour la prochaine émission donc de Si nécessaire. Et en attendant, bah, encore une fois, prenez soin de vous et à très vite. Voilà, et faites de belles odyssées cinématographiques.